Cette question est une ombre qui te suit, s'allongeant démesurément au crépuscule de tes doutes et se rétractant, trompeuse, aux lueurs fugaces d'un espoir. Est-ce que je lui plais? Elle n'est pas une simple interrogation. C'est une épreuve initiatique, le rite de passage de tout homme qui cesse de se contenter de surface et qui cherche à percevoir ce qui se joue dans les coulisses du regard, dans l'entre-deux des silences, dans la grammaire secrète des corps. Tu connais cette schizophrénie. D'un côté, l'homme rationnel qui dit « Sois sûr de toi, n'aie pas besoin de validation ». De l'autre, l'animal social, blessé, qui réclame une preuve, un signe, un sésame pour sortir de l'incertitude. Et entre les deux, tu deviens l'analyste tourmenté de tes propres échecs, rejouant chaque scène, cherchant la faille, le moment où tout aurait pu basculer, où tout s'est effondré sans que tu le saches. Aujourd'hui, nous faisons la paix avec cette guerre intérieure, non en l'étouffant sous des mantras, mais en l'armant d'une science. Car ce que tu appelles « signes » ne sont pas des messages mystiques, ce sont des données comportementales, des indicateurs mesurables, issus de la psychologie sociale, de la proxémique, de la neurologie même. Les femmes, comme les hommes, ne peuvent pas ne pas émettre ces données quand elles sont en interaction. Leur corps, leur attention, leurs paroles trahissent leur niveau d'intérêt, qu'elles le veuillent ou non. Ton problème n'est pas le manque de signaux, c'est le manque de grille de décodage. Tu regardes une langue étrangère en cherchant des mots que tu connais, et tu conclus qu'elle ne dit rien. Je vais t'apprendre l'alphabet, puis la grammaire, pour que tu puisses enfin lire, avec une clarté presque glaçante, ce qui est écrit en face de toi. Si tu es prêt à échanger l'angoisse de l'interprétation contre la puissance tranquille de l'observation, alors prépare-toi. Nous entrons dans le laboratoire du désir décrypté. Imagine un homme assis à une table de poker. Il ne mise jamais. Il suit, parfois. Il regarde ses cartes avec un air neutre. Peux-tu dire s'il a une bonne main? Non. Tout ce que tu sais, c'est qu'il n'est pas investi dans la partie. Il est là, physiquement, mais psychologiquement, il est déjà sorti. Maintenant, transpose. Une femme peut être physiquement devant toi, souriante, polie. Si son attention et son énergie psychique ne sont pas investies dans l'interaction avec toi, tu n'as aucune chance. Le premier et plus grand signal n'est donc pas un frisson, un rougissement. C'est la présence active, l'investissement. Développons l'exemple de Nathan et Elsa, car il est riche d'enseignements. Nathan, comme la plupart, cherchait la validation explosive. Un toucher, un compliment physique, un regard qui dure trop longtemps. Le genre de signes qu'on voit dans les films. Dans la vie réelle, ces signes viennent après une série d'engagements bien plus subtils. Elsa ne lui a pas touché le bras. Mais observons ce qu'elle a fait, ce que Nathan, aveuglé par sa recherche du grand signe, a manqué. 1. Le questionnement réciproque en profondeur. Elle ne se contentait pas de répondre « oui » ou « non ». À la question « tu aimes voyager ?» elle répondait « oui, beaucoup ». Surtout dans des endroits où on se sent loin de tout. Et toi, quel est le voyage qui t'a le plus marqué? Et pourquoi? Elle répond et relance en demandant non pas un fait, mais une raison, une émotion. C'est un investissement intellectuel et émotionnel. Elle cherche à cartographier son esprit. 2. La référence circulaire, la preuve de l'écoute active. 22 minutes après que Nathan ait mentionné en passant un projet de photographie ancienne, Elsa, au détour d'une conversation sur l'art, dit « C'est un peu comme ton projet de photos anciennes, non ?» Cette idée de capturer ce qui a été oublié. Boum, c'est un missile. Elle a non seulement écouté, mais elle a intégré l'information dans sa propre réflexion et elle la relie à un nouveau sujet. C'est le signe d'un esprit qui travaille avec le tien, pas à côté.
C'est la preuve que tu existes dans son paysage mental. 3. La micro-initiative confortable. Alors que Nathan hésitait sur le choix d'un autre verre, Elsa a dit avec un léger sourire « Le rouge qu'on avait était pas mal. Si tu veux retenter, je veux bien en reprendre un peu. » Elle a proposé une continuité, une routine partagée, le rouge qu'on avait. Elle a investi dans la construction d'un petit rituel commun. C'est minuscule, c'est énorme. Nathan cherchait un cri. Elsa lui parlait en langue des signes sophistiquée. Il était sourd parce qu'il n'avait pas appris l'alphabet. Ta première leçon, arrête de chercher le coup de foudre. Cherche l'étincelle d'investissement. Pose-toi ces questions, non avec anxiété, mais avec la curiosité froide d'un enquêteur. Est-ce qu'elle creuse? Ces questions vont-elles au-delà du superficiel? Est-ce qu'elle se souvient? Fait-elle référence à des détails antérieurs? Est-ce qu'elle propose des idées, des continuations, des alternatives? Si la réponse à ces 3 questions est oui, tu as devant toi quelqu'un qui est, au minimum, profondément intéressé par l'interaction avec toi. C'est le socle. Tout le reste peut se construire dessus. Sans ce socle, même les plus grands signes de désir sont du vent, souvent motivés par autre chose. L'ennui, la validation instantanée, l'alcool. Le corps ne ment pas, mais il ne crie pas non plus. Il murmure. Il s'exprime par gradient, par évolution, par configuration globale. C'est là que 99% des théories populaires échouent. Elles te donnent une liste. Si elle touche ses cheveux, égale intérêt. Si elle croise les bras, égale fermeture. C'est dangereusement réducteur. Une femme peut toucher ses cheveux parce qu'elle a une démangeaison. Elle peut croiser les bras parce qu'elle a froid. La vraie lecture est contextuelle et dynamique. Tu ne regardes pas un instantané. Tu regardes un film en accéléré. Comment sa posture évolue-t-elle du début à la fin de votre temps ensemble? Prenons l'exemple approfondi de Léa et Tom. Scène initiale, café bondé. Ils sont assis face à face à une petite table. Position de départ de Léa. Légèrement reculée sur sa chaise, épaules un peu rentrées, mains autour de sa tasse. Une posture de retrait et d'observation prudente. Au fil de la conversation, Tom parle de sa passion pour la restauration de vieilles motos. Pas d'une manière qui frime, mais en décrivant le processus, la patience, le dialogue avec la machine. Il montre de la compétence calme. C'est à ce moment que la cinématique corporelle de Léa change. Phase 1. Le dégel. Elle quitte l'appui dorsal de sa chaise. Son dos se redresse légèrement. C'est le passage de l'observatrice passive à la participante potentielle. Phase 2. L'orientation. Ses épaules, qui étaient tournées de 3/4, commencent à s'aligner sur l'axe de la table, donc sur Tom. Plus subtile, la rotation de son bassin sur sa chaise accomplit le même mouvement. Son cœur et son pelvis, les 2 centres symboliques de l'émotion et de l'instinct, se tournent vers la source d'intérêt. C'est inconscient. C'est biologique. Phase 3. L'ouverture et le rapprochement. C'est le mouvement le plus révélateur. Elle décroise les jambes, si elle l'était, et pose ses 2 pieds à plat. Puis, elle se penche imperceptiblement vers la table, réduisant l'espace entre eux de 10, peut-être 15 cm. Ses avant-bras quittent la défense autour de la tasse et viennent se poser sur la table, paumes partiellement visibles, un signe universel de non-menace et d'ouverture. Tom n'a pas fait un seul truc de séduction. Il a simplement exposé une facette authentique et valorisante de lui-même. Le corps de Léa a répondu par une chorégraphie de l'intérêt. Dégel, orientation, ouverture, rapprochement. À l'inverse, la séquence négative est tout aussi claire. Imagine qu'au lieu de se pencher vers l'avant, Léa se serait affalée davantage sur sa chaise, créant une distance physique et symbolique. Qu'elle aurait commencé à toucher nerveusement des objets sans rapport, ses clés, le bord de son téléphone, signe de désir de fuite.
que son regard aurait initié un balayage en L de la pièce, de toi, vers la sortie, vers d'autres groupes, puis retour à toi, très bref. C'est le scan de l'animal qui cherche une échappatoire. Le corps dit « Je suis coincé ici et je cherche mentalement comment partir ». Ton travail n'est pas d'être un dictionnaire de gestes, mais un sismographe. Tu notes les changements. La tendance est-elle au rapprochement, à l'ouverture, à l'orientation, ou au recul, au verrouillage, à la distraction active? Une femme peut avoir les bras croisés parce qu'elle a froid, mais si en même temps son corps est tourné vers toi, son visage souriant, et qu'elle pose des questions investies, le message global est chaleureux. C'est la cohérence ou l'incohérence des canaux, verbal, postural, facial, qui te donne la vérité. Autour de chaque personne existe une zone invisible, une bulle d'espace personnel. Son diamètre varie selon la culture et l'intimité, mais en contexte occidental, elle fait environ un bras de longueur, 45 à 60 cm. Pénétrer cette bulle sans permission provoque un inconfort immédiat et mesurable. Recul, raidissement, regard fuyant. Tu peux et dois utiliser cette frontière biologique comme le laboratoire le plus objectif pour tester son niveau de confort et d'attirance. L'idée n'est pas d'envahir, d'être lourd, de forcer la proximité. C'est d'initier des micro-empiètements réversibles et contextuels et d'observer la réaction de normalisation. Voici un protocole en 3 actes, inspiré des travaux sur la proxémique. Acte 1. L'empiètement contextuel, la justification. Le bruit monte dans le bar. Tu te penches significativement plus près d'elle pour dire « Désolé, le bruit est infernal ». Ton visage entre dans sa bulle personnelle. Observation clé. Que fait-elle dans les 3 secondes qui suivent? Si elle recule vivement ou fige son sourire, c'est un feu rouge. Si elle normalise, c'est-à-dire qu'elle maintient sa position, répond naturellement, peut-être même se penche aussi pour mieux entendre, c'est un feu vert puissant. Son système limbique accepte ta présence proche comme non-menace. C'est la base de tout. Acte 2. L'empiètement par objet. Le marquage territorial pacifique. Tu poses ton téléphone ou ton verre sur la table, non pas devant toi, mais dans l'espace neutre entre vous, légèrement plus près d'elle. C'est un objet inanimé, donc moins menaçant. Observe si, dans la minute qui suit, elle déplace instinctivement l'objet, ou le contourne avec son propre verre, ou si, au contraire, elle laisse l'objet là, l'intégrant dans l'espace partagé. Ce dernier cas signifie que la frontière entre moi et toi commence à s'estomper au profit d'un « nous » spatial. C'est subtil, c'est profond. Acte 3. La réciprocité de la vulnérabilité, le test ultime. Après un moment de connexion, tu offres une micro-vulnérabilité authentique. Pas « ma vie est un désastre », mais quelque chose de réel mais léger. Je dois avouer que ce genre de soirée bruyante, parfois, ça me fatigue. Je préfère les conversations plus calmes. C'est une révélation sur ton état interne. La réponse à surveiller n'est pas la compassion. Oh, pauvre toi. Mais la réciprocité. Est-ce qu'elle, en retour, offre un fragment équivalent? Ah, moi aussi en fait. Ou, je comprends. Moi c'est pareil avec. Si oui, elle ne fait pas que te réconforter. Elle s'aligne sur toi. Elle dit « Nous partageons cette sensibilité. Nous sommes similaires sur ce point. » C'est le ciment de la connexion. La réciprocité est le signe qu'elle est investie dans la construction d'un lien mutuel, pas seulement dans la réception de ton attention. Ce pilier est crucial, car il transforme la lecture passive en dialogue interactif. Tu ne te contentes plus d'observer des signaux émis spontanément. Tu crées délicatement des situations qui provoquent des signaux clairs en retour. C'est la différence entre regarder le temps à la fenêtre et lancer un ballon dehors pour voir de quel côté le vent le pousse.
Maintenant, mon ami, tu as la grille. Une triade d'observation. L'investissement actif, l'esprit. La cinématique corporelle, le corps. Et la gestion des frontières, l'espace partagé. Si ces 3 canaux pointent dans la même direction, vers l'ouverture, le rapprochement, le partage, alors tu as ta réponse, avec un degré de certitude qui rend l'angoisse obsolète. Mais voici le piège ultime, celui qui guette tout homme qui apprend à décoder la paranoïa analytique. C'est le risque de devenir si concentré sur la collecte de données, sur l'interprétation de chaque micro-geste, que tu disparais de l'interaction. Tu n'es plus un homme présent, connecté, authentique. Tu es un espion dans ta propre peau. Et les femmes sentent cela avec une acuité déconcertante. Rien ne tue l'attraction plus sûrement qu'un homme qui a l'air de passer un examen, pas de vivre un moment. La solution n'est pas d'oublier la grille, c'est de l'automatiser. Tu l'étudies maintenant, en dehors du feu de l'action. Tu l'intègres. Puis, quand tu seras en face d'elle, tu lâches prise. Tu fais confiance à ton intuition nouvellement éduquée pour capter les grandes tendances en arrière-plan, pendant que ton moi conscient, lui, est pleinement engagé dans la connexion humaine, dans l'humour, dans l'échange. L'observation devient un sens, comme l'ouïe ou la vue, pas une obsession. Cela demande de la pratique. Cela demande de la confiance en tes nouvelles compétences. Et c'est précisément là que la plupart des hommes trébuchent. Ils ont un fragment de carte, comme cette vidéo, mais pas la formation complète pour l'utiliser sans tomber dans les pièges, sans devenir mécanique, sans perdre leur essence naturelle, qui au final est ce qui attire vraiment. Parce que comprendre les signaux, c'est bien. Mais savoir comment en générer naturellement, comment créer une dynamique où ces signaux sont l'issue inévitable de ta simple présence, c'est le véritable pouvoir. C'est la différence entre le déchiffreur et l'architecte, entre celui qui lit la musique et celui qui la compose. Cette frontière entre l'observation et la création est ce qui sépare l'amateur du stratège. Et c'est toute la philosophie derrière le codex des 48 lois de la séduction machiavélique. Ce n'est pas un recueil de signes à chercher. C'est un manuel d'ingénierie sociale et personnelle. Il ne t'apprend pas à lire une femme. Il t'apprend à devenir l'homme que les femmes ont naturellement envie de regarder, d'écouter et de laisser entrer dans leur bulle. Le lien pour accéder à ce système complet sera dans la description lorsqu'il sera dévoilé. Car collectionner des indices est le passe-temps de l'observateur. Forger la réalité qui produit ces indices est le travail du prince. Et c'est justement sur ce travail de forge que nous allons nous pencher la prochaine fois. Ta prochaine leçon sera un pivot stratégique. Nous quitterons le domaine de la lecture pour entrer dans celui de la création active. La vidéo s'intitulera « Le principe de l'attraction générée. Comment devenir l'option évidente, sans jamais avoir à le demander ». Nous y explorerons le concept de valeur contextuelle. Comment positionner tes traits, tes compétences, ta simple présence, non pas comme une offre sur un marché, mais comme la réponse naturelle et désirable à un ensemble de besoins et de désirs, qu'elle porte souvent sans en avoir pleinement conscience. Si tu es prêt à cesser d'être un analyste du jeu pour en devenir le concepteur, alors assure-toi d'être présent. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification. Parce qu'un prince qui ne sait que lire les cartes est un géographe. Un prince qui sait dessiner les frontières est un souverain. Je te dis à très bientôt sur le chemin du pouvoir.